On dit bye bye music, bye bye my love note, bye. Tchou. C'est pour ça que je me suis dit, je vais enterrer le Festival des Contes Maltais avec une toune en ré mineur. Je me suis dit que c'est bien. Tu sais, si je peux enterrer en ré mineur, c'est bien. Puis enterrer mineur. Puis là, les contes maltais n'existent plus. Donc, il y a des verres en vente si vous voulez un souvenir du Festival des contes maltais. Le premier logo qui a été fait par Patrick Watson, pas le chanteur, le brosseur. Et, c'est ça. On était à cette édition. Là, on est à la 8e. Et cette année, nous devenons le Festival de contes des Laurentides pour faire une plus grande place aux contes parce que c'est ça. On veut donner une place importante à la parole conteuse. Puisque le conte est quand même assez rejeté au niveau des yeux de Madame la Société au grand C. Hein? La grande culture, qu'on dit cinéma, musique et théâtre. Et le conte, on n'est jamais vraiment proche de ça. Fait qu'on organise des festivals pour ça, bien simplement. Puis, on est à la 8e édition. On a des partenaires. Donc, vous avez la liste des partenaires. Vous pouvez les lire. Je peux les dire aussi. Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et lettres du Québec avec la MRC des Laurentides. On a Patrimoine canadien, la Caisse des Jardins de Sainte-Agathe-des-Monts, qui, eux, financent le circuit en trolleybus. Il ne reste que quelques places pour samedi, 13h30, la randonnée comptée en trolleybus avec un bus antique. Et on a d'autres partenaires, Pirates du Son, le Baril Roulant, le Chalet Beaumont où les compteurs sont hébergés, Flèche Magazine, Val-David, bien sûr, Val-Média qui est ici pour... et la TVCL avec Dean. Donc, bonsoir à la maison, les Madames Émotions. J'espère que votre salon est confortable. Maintenant, sans plus tarder, avant de commencer cette soirée qui est si symbolique au Festival de contes ici, Paroles métissées. Un thème tellement populaire que Nicole Garceau du Festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue a emprunté ce titre pour en créer une soirée modeste à son festival. Paroles métissées. Hein, puis le ciné-comté est arrivé ici, qui vient de Val-d'Or. Fait qu'on fait des petits échanges comme ça de concepts. On est d'un club échangiste de concepts. Tu connais ça? En tout cas, bon, c'est très simple. Ce soir, Paroles métissées, nous avons l'honneur d'accueillir un conteur, menteur, le meilleur menteur du monde, en fait, qui est l'animateur de la soirée. Et il va vous présenter ces charmantes dames qui sont là pour rendre honneur à cette soirée au thème de Paroles métissées. Madame émotions, veuillez accueillir Patrick Courtois. Merci. Ouais, je vais. Il a tassé le banc, mais on le remet. On le remet. Hey, bonsoir, ça va bien? Le Bison m'a présenté comme étant le plus grand menteur, mais ce n'est pas vrai. Moi, je le fais. Je mens véritablement parce que, techniquement, dans la vraie vie, je travaille en politique, donc je ne mens jamais. À moins que je sois payé pour. À moins que je sois payé pour, mais sinon, je ne mens pas. Hey, écoutez, je suis content de vous voir ce soir. Écoutez, on a 3 grandes conteuses ce soir qui viennent présenter chacune leur culture. Écoutez, je les ai côtoyées les 3. Puis, tu sais, autant sur scène qu'en dehors de la scène, ces femmes-là ont des choses à raconter qu'il faut absolument entendre. J'ai ri. Dans bien des cas, j'ai ri. Dans bien des cas, j'ai pleuré. Dans bien des cas, ça amène la réflexion. Donc, vraiment, on a une brochette de conteuses absolument incroyable. Et j'en profiterai pour les inviter sur la scène. Là, ils sont en train de discuter dans la loge. Ça se peut qu'ils ne m'entendent même pas. Même si je l'invite sur la scène, ça se pourrait qu'ils n'arrivent pas. Alors, j'inviterai nos 3 grandes... Ah, ils sont là! Écoutez, la première qui vient d'apparaître, en rose ici, on a Madame Claudette Lheureux, qui est une grande conteuse du Québec. On a ensuite Martha Saenz de la Casse-Théâtre, qui est une conteuse d'Espagne. Et on a Gisèle Ndong-Biogo, qui vient du Gabon. Comme je vous disais tantôt, je les ai entendus, les 3 compter sont absolument particulières, c'est absolument exceptionnel de les écouter.
Écoutez, bien entendu, j'aurais aimé ça pouvoir, si on avait une oreille absolue, on aurait pu les faire compter les trois en même temps, mais ça risque d'amener une sorte de cacophonie qui risque de ne pas être plaisante à entendre. Donc, j'ai pas le choix d'aller dans un ordre. Et dans le premier ordre dans lequel on va présenter nos grandes conteuses, on va commencer avec Claudette Lheureux. Claudette, comme je la connais, moi, très humblement, parce que je ne peux pas dire que je la connais bibliquement, effectivement. C'est bien dit. Mais comme je la connais, c'est une des mentors de tous les plus grands conteurs du Québec. Elle a participé, elle a formé beaucoup de conteurs dans la province, donc c'est absolument intéressant d'avoir avec nous ce soir parce qu'elle va nous... Puis, une autre anecdote, je tiens absolument à vous conter une anecdote, parce que tantôt, on était à l'auberge, puis là, elle trouvait l'auberge. Elle dit, c'est bien l'auberge, c'est pour ça que je ne savais pas qu'on était logés là. Mais pourtant, il y a 2-3 ans, on était tous ici dans le même festival. Et Claudette était là aussi. Puis je dis, ah, Claudette, pourtant, tu ne dormais pas avec nous, là, 3 ans. Je n'ai jamais dormi avec toi. Donc, vous voyez le genre, hein, un genre de répartie tac au tac. Écoute, Claudette, dans la mesure où tu nous as... peut-être pas moi, mais tu as formé beaucoup de conteurs, tu les as accompagnés dans leur cheminement, tout ça. Je voudrais aimer ça savoir. Moi, je te poserais la question bien humblement, parce que moi, je suis là et toi, tu es là. Mais bien humblement, je te poserais la question à savoir, qu'est-ce qui t'a amené sur la route du conte? Bien, nous, chez nous, on était une grosse famille. On était 11 enfants autour de la table, pas toute la même année, là, mais au cours des années. Et puis, évidemment, le dimanche soir, ma mère, elle faisait son magnifique poulet au cholestérol. Puis, elle faisait des patates au four, elle faisait une croix dedans, pesait dessus, elle mettait du beurre. On recevait des fleurs dans nos assiettes. Mais tu sais comment c'est les enfants. C'est un peu sans dessin. Fait qu'après le souper, bien là, on commençait « Chez nous, mon père mange la salade. Chez nous, ma mère mange la moutarde. Chez nous, les enfants mangent la marmalade. Chez nous, on est une gang de fous. » Mon père, il est ta mère de la place, puis là, il voulait qu'on fasse preuve d'éducation. Puis il disait « Chut! La poule à Mme Moreau est malade. Puis si vous ne restez pas tranquille, vous ne la saurez pas, la belle histoire. » Mais ça, c'était le dimanche. Les autres jours de la semaine, mon père, il était maire, président de la commission scolaire, tout le kit. Ça fait que là, les petits frères et les petites sœurs, ben là, je leur contais des histoires en haut de l'escalier. Je les bourrais de biscuits à aéro avec un grand verre de lait, puis je leur contais des histoires. Ça fait que ça a commencé là. Je devais avoir quelque chose comme 10-12 ans. Puis après ça, ben, j'ai été chez les guides, j'ai été maîtresse d'école. Fait que, tu sais, c'est toutes des histoires, des places où j'ai conté des histoires. Puis après ça, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Donc? Oh oui, je me cherchais un job, puis je pensais que je n'avais pas ni une à la commission scolaire Les Écarts. Mais j'étais trop contente, sur ma ligne de métro, me paye aux 2 semaines. Hey, maman. Là, il me rappelle. Moi, je les rappelle. Puis là, il me dit, ben, vous n'êtes pas sur la bonne liste de rappel. Fait que là, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une dépression ou je vais suivre le cours de compte? Parce qu'il y avait une Française qui m'y en donnait un. Puis c'est tout l'hiver pour faire ma dépression, m'aller faire mon cours de compte. Fait que je suis allée faire le cours de compte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à compter publiquement parce que c'était au premier festival de Montréal en 1993. Après ça, la vie a continué, puis là, André puis Jean-Marc Massy ont parti les dimanches du conte au sergent recruteur. Puis là, ben, là, je suis embarqué dans cette belle voiture, qui fly à haut des fois, là, mais en tout cas. Mais c'était du beau bonheur, on était très heureux. On était en train de remettre le compte sur la map. C'était une période comme quand tu es en amour, là, il n'y a jamais personne qui a aimé comme ça. Jamais. Nous autres, on était comme ça. On venait d'inventer ça. Fait que c'était... Puis après ça, ben là, Jocelyn Birby donnait des ateliers de conte. Puis Jocelyn, c'est pas vraiment... il n'est pas maîtresse d'école dans l'âme comme moi. Moi, je suis une maîtresse d'école. Ça fait que j'ai dit, Jocelyn, va prendre ta place. Puis là, j'ai commencé, là, il y a 20 ans de ça. J'ai commencé à donner des cours. Ça s'appelle Praticonte. Ça serait comme l'espèce de maternelle du conte. Alors voilà. Puis là, ben, je suis rendu là. Ça fait
parcours magnifique. C'est une belle place, ça? Absolument. Écoutez. On l'appelle la tireuse de compte. La tireuse de compte. C'est ça que tu m'avais dit de faire, toi. Je me serais tiré d'un pied, je le sens. Mais là, on t'a avec nous ce soir, on a cette chance-là. Moi, j'aimerais ça t'entendre. J'aimerais ça que tu nous racontes. Tu as sûrement quelques histoires à nous raconter là qui vont amener une couleur de notre région. Parce que je tiens à préciser, vous avez vu, on a des gens d'un peu partout. J'aimerais ça avoir notre couleur. J'aimerais ça que tu nous. Moi, je viens de Maniwaki. Ça fait qu'il y a quelque chose de plus métissé que ça. Les Maniwaki, c'est des Oblats qui ont appelé ça Maniwaki, qui veut dire terre de Marie. Mani qui veut dire Marie. Et Aki qui veut dire terre. Fait qu'ils ont mis un W entre les deux pour que ça fasse plus coulant, comme la rivière désert. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle Maniwaki. Bon, fait que veux-tu qu'on commence? Absolument. Moi, je suis impatient d'entendre. As-tu été sage? J'essaye. OK. Je me force. Mais si tu été sage, tu mérites une histoire. Ah, OK. Si tu ne l'as pas été, tu en as bien besoin. On part de là. OK. C'est bon. J'en ai bien besoin. Alors, c'était en fin d'après-midi, mon père et moi, on était assis à côté du poêle à bois parce que le magasin chez nous était attenant à la cuisine. Puis, il n'y avait plus de poêle à bois dans le magasin, dans la maison, mais dans le magasin, il y avait encore le poêle à bois. Fait qu'avec mon père, on faisait le 4 à 5 avec un verre de vin rouge. Et là, ben, mon père, il reparlait de ce qui l'avait amené à avoir un magasin. Il était tout petit gars. Puis M. Baranchot, le magasin général qui était en face de l'église, faisait de la crème glacée le dimanche. Évidemment, ça coûtait 5 cents, mais mon père, il n'avait pas une scène dans ses poches. Puis son père, il n'avait pas d'argent non plus. Il travaillait dans un camp tout l'hiver. Ça fait que, là, toute la semaine, il avait rêvé d'avoir de la crème à glace. Puis chanceux, le samedi soir, mon oncle Pete est arrivé. Mon oncle Pete, il travaillait d'une place à l'autre. Il ramassait un peu d'argent, bien, surtout bien, des histoires qui venaient conter à mon grand-père. Fait que là, il avait donné 5 cents. Ça coûtait 5 cents. Oui. Mais pas tout ça à la même place, mon petit Raoul, là. Puis là, il avait continué à compter les nouvelles. Mon père a monté le 5 cents dans le creux de la main. Et la lune s'était mirée dedans. Il avait mis en toute son oreiller, puis s'est endormi comme un bienheureux. Demain, c'était dimanche. Il y avait 5 cents pour sortir de la crème à glace. Il était dans une montagne de crème à glace. Il y avait une cuillère dans chaque main, puis là, il mangeait de la crème à glace, puis il en restait encore, puis encore. Raoul! Raoul, lève-toi, c'est l'heure de la messe. Son 5 cents était là, passe par la fenêtre. Soleil, fait beau, crème glacée. Mets du sucre, mets de la farine, tourne la machine, baisse le piton. Mets du sucre. Raoul, mets du sucre. Il arrive au village, M. Branchot faisait de la crème à glace. Il rentre dans l'église. Et ce matin-là, le curé n'était pas là. C'est un père missionnaire qui a commencé à parler que dans la mission où il était, les enfants, il y avait la bédaine grosse de même parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Faites la charité. Le bédo, il a commencé à passer la quête. Mon père gardait son 5 cents. La lumière des vitraux tombait dessus. Quand le bédo est arrivé dans son banc, mon père il a mis son 5 cents. Il n'a pas écouté le restant de la messe. À la fin de la messe, quand ils sont sortis, le petit Branchot, il était en train de manger de la crème à glace. On sait bien. Il avait donné son 5 cents à la quête, puis il avait mangé de la crème à glace pareil, lui. Là, mon père, il s'est fait une promesse. Il a dit, moi, quand je vais être grand, je vais avoir un magasin, je vais donner mon 5 cents à la quête, puis il m'a mangé de la crème à glace pareil. Puis le temps, il a passé. Il y a eu la guerre, il y a eu la crise, il y a eu la guerre. Puis finalement, mon père il a eu son merveilleux magasin.
Puis là, on parlait de ça, puis on parlait de la fois qu'il était arrivé quelqu'un dans le magasin, puis qui avait signé son chèque de vieux avec un X, puis là, que ça avait passé des commentaires, parce que déjà à l'époque, je pouvais être assez commentatrice. Et là, mon père, il m'avait dit, « Hey, toi, là. » Puis là, il m'avait raconté que Baptiste, il faisait comme tout le monde du village, il ne manquait pas l'arrivée du train. Et cette fois-là, il était descendu du train un homme. Pas un homme, un monsieur, habillé avec une belle habille, une belle grosse bague. Puis il avait donné 25 cents de type au porteur. Il n'y a jamais personne qui faisait ça. Là, oui. Baptiste est allé écouter pour savoir qu'est-ce qui se passait. Bien, il est allé travailler au Klondike, puis il avait trouvé de l'or. Puis là, il s'est mis bien riche. Fait que là, Baptiste est venu à la maison, puis il a dit à sa mère, hey, moi, quand je vais être grand, là, je vais aller chercher de l'or. Que sera? Le père de Baptiste est mort. Baptiste, il doit avoir 13 ans. La mère, elle a trouvé un job, c'est le curé Cossette. Il avait du cœur au ventre, travaillait bien, le petit gars. Le curé était bien content. Une journée, il a dit, Baptiste, Monseigneur, il s'en vient en fin de semaine. Il faudrait mettre les papiers en ordre. Ah bien, monsieur le curé, je voudrais bien, là, mais je ne suis pas instruit, moi. Vous savez, mon père, il est mort, c'était un petit gars, puis je n'étais pas meilleur que ça à l'école, là, moi, là. Je n'ai pas appris à guérir, excusez-moi. Oh, ben, le curé était bien triste. Il dit, il faudra que tu aies gagné ta vie ailleurs, mon petit bonhomme. Alors là, il a dit, tiens, Val d'Or, m'en à Val d'Or. Il cherche de l'or, c'est ça qu'il voulait faire. Voilà Val d'Or. Il ne peut plus savoir Val d'Or. Tu achètes une pioche. Ben ouais, toi, n'as-tu pioché, toi, de la roche? Des poussières d'or. Il a rencontré la belle Artémise, il l'a mariée. Ils ont eu des enfants. Ils ont fait instruire. Puis un jour, Baptiste a reçu sa monte en or. Ses poumons noirs, il les avait déjà. Mais bizarre, c'est pas lui qui est mort. C'est sa femme, Artémise. Elle est partie comme un petit poulet, un beau Martin. Après l'enterrement, Baptiste il s'est ouvert une petite bière. Puis là, il a dit, qu'est-ce que je vais faire, là, moi, là? Puis là, il a dit, j'avais entendu parler d'une rivière aurifère qui coulait. Ben, il dit, je voulais être chercheur d'or. On va aller faire ça, OK? Paf! Il part, puis il s'en va là. Il s'achète une bâtée qui était une espèce de wok avec un tamis en dessous. Il est arrivé à la rivière. C'était noir de monde, ça. C'est avant l'immigration en mars. Il a commencé à laver la rivière. Tranquillement, le monde sont partis, un par un, en famille. On était rendu à l'automne, qui était arrivé vite et frette. Puis il a dit, je vais m'en aller. Il a dit, bon, il va passer 3 fois, comme d'un conte. Son père, il comptait des histoires 3 fois. Première fois, il y avait juste de la roche. Deuxième fois, ça briquait. Ben, c'était du mica. Troisième fois, ben, il y avait une pépite d'or. Grosse dime! Et il l'a pris. Il s'est assis sur la roche. Et il tenait ça comme si c'était le Saint-Sacrement. Puis là, il a décidé de retourner chez eux. Il a mis sa maison en vente. Il est arrivé au village, il est allé à la banque. Puis là, quand tu as mis ça sur le comptoir, Mademoiselle Lecollet a dit, bien, on allez voir M. Lemieux, hein? Fait qu'elle est allée voir M. Lemieux qui avait toujours une balance. Parce que le monde, il trouvait de l'or dans ce temps-là. Il a mis ça. Ben, il a dit, vous êtes riche? Vous êtes riche? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent-là? Ben, il dit, là, je viens d'arriver au village, là, je ne sais pas trop. Avez-vous un coffre-fort? On vient d'en bâtir un à l'épreuve des voleurs, pas à l'épreuve du feu. Il dit, mettez-moi ça dedans, puis quand je vais être prêt, je viendrai chercher. Puis là, il prépare le bordereau, tout ça, puis il dit, vous signez ici. Puis là, Baptiste fait un X.
vous savez pas écrire? Bien, excusez-moi, excusez-moi, je ne suis pas instruit. Mais je ne suis pas allé à l'école bien longtemps, excusez-moi. Vous n'êtes pas instruit, puis vous avez tout cet argent-là. Imaginez tout l'argent que vous auriez si vous étiez instruit. J'ai dit, pas en tout. Si j'étais instruit, je travaillais encore sur le curé Cossette, puis je ferais une pièce par jour. Fait que ça m'avait pas mal calmé le pompon sur la question des gens qui ne savaient pas écrire. Fait que j'ai servi un autre petit verre de vin rouge, puis on a levé nos verres. À la santé de la France, à l'oubli de la souffrance, à la victoire. La porte du magasin s'ouvre. Et puis voilà, c'est un vieil Indien qui avait toujours été client chez nous. Il rentre dans le magasin flanqué de 2 jumelles bien en chair. L'Indien se rapproche, puis il achète, on va prendre de la fleur, du thé, parce que lui, il n'a pas cherché les affaires. C'est comme dans le bon vieux temps. Il faisait servir. Là, il a acheté de la fleur, de la farine, du sucre. Puis après ça, il dit, on va prendre un paquet de cigarettes. Mon père, il savait qu'il ne fumait pas. Ça fait qu'il attrape une des jumelles, puis il dit, faut-tu que vous couchiez avec pour les cigarettes? Tu fous, toi? Il est vieux comme toi, il n'est plus capable de rien faire. La nuit, on le couche entre nos deux, là, il se réveille, il lèche mon téton, puis il se rendort. Puis... Après ça, il lèche le téton à ma soeur, puis... Il est quasiment comme un petit bébé, il n'est plus capable de rien faire, bien comme toi. Mon père, c'était fier, pète ça, toi. Fait qu'en tout cas, il paye, il s'en va avec les 2 jumelles. Et là, mon père, il s'avance vers la vitrine, énervé. Regarde dehors, il y avait une fille qui passait. Il dit, tu ne fais rien, hein? Je ne sais même plus savoir. Je ne peux même plus savoir si c'est une veuve ou une femme mariée. Ah, il était énervé, là. J'ai dit, venez vous asseoir, là. J'ai dit, la poule à Mme Moreau est malade, puis si vous ne restez pas tranquille, vous ne la saurez pas, la belle histoire. J'ai servi un autre petit verre de vin rouge. Puis une fois, c'était une princesse. Mon père, il aimait ça, cette histoire-là. C'était une princesse. Elle avait marié un prince d'une autre province, qui prend mari, prend pays, est allé vivre là. Il y avait eu une guerre dans ce temps-là, il y avait beaucoup de guerres pour des territoires, des religions, dans ce temps-là. Fait que le mari, il s'est fait tuer. Là, elle a décidé de rester là, parce qu'elle était bien, elle était heureuse, les gens l'aimaient beaucoup. La vie a passé, et une journée, elle était avec sa servante, et il regardait en bas. Il y avait la place du marché, et elle a vu un homme qui était couché là. Un homme duquel ça dégageait une grande dignité. Puis elle a dit, je le connais, lui? C'est qui, ça? Ça, je ne le connais pas. Puis là, c'est souvenu. C'était Bélisaire. Bélisaire avait été un conseiller de son père. Puis il y avait des gens qui avaient été jaloux, puis il avait été démis de ses fonctions. Mais elle se souvenait que quand elle avait eu 15 ans, Bélisaire lui a offert un collier de perles et n'avait rien demandé en retour. Elle dit, je vais y payer la traite. Elle parle de ça avec sa servante, qui s'en va au 5 à 7 avec du vin, et elle dit, est-ce que vous voulez du vin? Ben, comment je pourrais refuser ça à une belle fille comme vous? Prends un verre de vin, mais la gamine avait mis de l'endormitoire dedans. Mon Bélisaire, il tombe endormi. Les servantes le prennent, l'amènent dans les appartements de la princesse. Ils le lavent, le poudre, le parfume, l'habillent, mettent un bel habit en soie et l'assoient dans une chaise de velours. Bélisaire dort toujours. Et tout à coup, il entend de la musique. Il ouvre les yeux.
Lafont, c'était comme un gars tout nostalgien, toi. Ses habits, tout doux. Et là, le rideau s'ouvre. La très chère et ténue et connaissant son cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sommeurs, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur. On est dans un conte, là. Fait que là, le vieux, il a retrouvé ses ardeurs de jeunesse. Ô sainte nuit, ô nuit d'amour. On a entendu des pleurs, des gémissements, des soupirs, des silences, des encore. Le soleil, elle laisse lever. Elle a dit, est-ce que tu veux un verre de vin? Il a pris un verre de vin, il avait mis de l'endormitoire dedans. Bélisaire tombe endormi. Les servantes l'ont repris, lui ont remis ses haillons et l'ont ramené sur la place du marché. Quelques heures plus tard, il a été réveillé par les criaillements de la foule. Ça sentait le diable autour. Oh, vieille guenille. Pour moi, j'ai dû rêver à ça. J'ai dû rêver. Non, j'ai rêvé à ça, certain. Ah non, c'était bien trop beau, ça peut pas être vrai, ça. J'ai rêvé à ça. Puis là, il se couche comme ça. Et par la manche sort le parfum de la princesse. Là, j'ai pas rêvé. J'étais là. Puis il est mort de bonheur. Quand on l'a retourné sur le dos, il avait des yeux, là, émerveillés. Et sur sa bouche, on pouvait lire « J'ai pas rêvé, j'étais là ». Mon père a dit, ça, c'est une belle manière de mourir pour un homme. Et tout à coup, il s'est passé comme si on était dans un film. On s'est en allé dans la cuisine, on était toutes là, tous les enfants. Maman, elle avait sa belle robe avec des fleurs, elle avait fait son fameux poulet. Puis pour dessert, elle avait du gâteau des anges. Puis elle disait, est-ce que vous voulez de la crème à glace ou de la crème fouettée? La crème à glace, on veut de la crème à glace. Comme dans le bon vieux temps, mon père s'est levé, il est allé dans le magasin. Il était revenu avec une grosse brique de crème à glace qu'il avait mis sur la table. Il avait ouvert ça. Puis il a dit, c'est de la crème à glace qui vient de l'Italie. Regardez, c'est écrit dessus, napolitaine. Et puis là, pour la première fois de notre vie, on avait vu de la crème à glace à 3 couleurs. Là, ma mère, elle nous a toutes mis une boule sur nos gâteaux des anges. Puis ce matin-là, là, on avait tout donné notre 5 cents à la quête. Puis il y a eu de la crème à glace pour tout le monde, même que la poule à Mme Moreau a pu avoir sa petite soucoupe. Merci. Merci, cher public. Écoutez, on va passer à notre prochaine conteuse, Martha Sáenz de la Calzada, qui vient d'Espagne. Moi, j'aurais une question tout bonnement. C'est la pure curiosité. Je m'excuse, j'en profite, c'est moi qui ai la tribune. Fait que j'en profite pour poser la question. Martha, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que fait que tu as passé de l'Espagne à Val-d'Or? À Rouen. À Rouen, En Abitibi. Ben, t'as une idée que ça pourrait pu être? C'est des stupidités. C'est l'amour. Tu cherchais de l'exotisme? Ben, en fait, non. Non, je ne cherchais pas. J'étais folle, amoureuse d'un gars espagnol qui disait, je ne vais pas rester en Espagne, il y a Franco, il n'y a pas d'avenir, je m'en vais au Canada. Je vais apprendre l'anglais. Et là, il a dit, je vais partir. Et j'ai dit, ben moi j'irai te rejoindre. Chose que j'aurais pas dû faire. La preuve, la vie me l'a montré après, que c'était une des grandes erreurs de ma vie. Mais j'ai des enfants que j'adore, alors bon. Mais j'aurais pu attendre qu'ils disent, viens.
je t'aime, je t'attends. Non, même pas ça, là. Il dit, j'irai te rejoindre. Il a écrit à mon père pour lui dire, parce que mes parents capotaient, et il dit que c'est quand même 4000 kilomètres. Hein? Et pourquoi tu t'en vas? Et puis, la laisse pas partir, qui disaient les amis. Mais mes parents ont dit, elle est grande, elle a fini ses études, elle peut partir. Et puis, mon père avait dit à José comment il était inquiet. Et José, il a répondu, lui a écrit, j'aime ta fille comme j'aime mon meilleur ami. Ami, A-M-I. Hein? Amigo, qu'il a dit. Et moi, imbécile, j'aurais dû dire amigo, ben bye. Mais non, je suis partie pareil, là. J'étais folle d'amour. Donc, je suis arrivée à Montréal, parce que José voulait apprendre l'anglais. Fait qu'il est arrivé au Québec. Puis, à Montréal, ben là, les conseillers en orientation nous disaient, ben il y a les cégeps. On est arrivé en 69. 68, c'était le cégep, rapport par an. Envoyez vos CV. Non, disait José, non, c'est trop tôt, on va attendre au mois de mai. Et moi, comme j'étais une imbécile et je faisais tout ce que lui disait, ben j'ai attendu. Fait que quand on a envoyé nos CV, tout le monde nous disait, c'est très bien, on va les garder, mais on a déjà tout ce qu'il nous faut. Où penses-tu qu'il manquait des professeurs? Nabitibi et Témiscamingue, il n'y a personne qui voulait aller là. Nabitibi, n'y allez pas. Là-bas, il n'y a pas de trottoirs. Les étudiants écrivent avec leurs couteaux dans les pupitres. C'est l'hiver 9 mois par année. Fait que c'est ça. C'est vrai que c'est l'hiver 9 mois par année. Pour le reste, ah Seigneur, voilà. Fait que c'est ça. Pas dire après. Ça fait plusieurs années que je connais Martha, puis écoutez, moi j'aime ça quand elle sacre. Quand j'entends sacrer, c'est de toute beauté, il y a de l'accent dans ça, il y a de tout, il y a de la couleur. On dirait qu'avec son accent, elle améliore le sacre. On dirait que c'est plus convaincant encore quand elle sacre. Hier, on discutait, puis elle nous a amené une histoire d'Espagne. Elle nous racontait, tu appelais ça la saeta. Hein? Saeta, oui. Écoutez, Martha, je te demande de nous reparler de la saeta parce que, malgré que je suis un autochtone du fond du Nord québécois puis que je suis un peu rustre, c'est venu me chercher la saeta. J'ai trouvé ça très, très émouvant. Peux-tu nous parler de la saeta? C'est ce qu'on appelle un palo, puis je n'ai pas trouvé la traduction, une sorte de chant flamenco. El cante rondo, c'est le chant profond. Ce n'est pas un tanguillo, ce n'est pas un sevillana, c'est des rigolets, c'est rondo profond qui vient d'ici. Et ça se passe, c'est des chants courts. J'ai étudié après d'avoir parlé, j'ai dit, là, elle a l'air d'une niaiseuse, je vais expliquer. Donc, c'est 4-5 vers, pas plus, c'est court, et on les chante à Pâques, jeudi saint, vendredi saint. Lorsque il y a les processions où on montre les grandes statues, où il y a Jésus qui porte la croix, ou la Véronique qui lui met les trucs, le sensuaire, ou la résurrection, non pas la résurrection, parce que ça c'est le fun, là, mais la crucifixion, et puis ex homo, et tout ça. Et j'ai lu, ça a commencé dans le XVIIe siècle, 17-18. C'est des chants de repentir et de demander pardon. Et de dire aussi comment que mon Dieu Jésus, regarde comment il souffre, qu'on est en train de le fouetter jusqu'au sang, et puis les couronnes d'épines, et puis toutes ces affaires-là. Mais c'était des franciscains et des dominicains. Moi, j'ai lu, dans le XVIIe siècle, c'était les rois catholiques, c'était l'Inquisition. Ce que ma cousine m'a raconté, c'est que souvent, c'était peut-être des juifs, des pas catholiques, des pas chrétiens, et qui devaient montrer son repentir. Des fois, c'était des prisonniers, des fois, c'était des condamnés à mort. C'est lui qui chantait la meilleure saeta, celle qui venait vraiment comme une flèche, parce que saeta, c'est ça que ça veut dire flèche, qui te rentrait dans les cœurs et qui te faisait comprendre tes péchés ou tes trucs.
C'est lui qui chantait les miens, il était gracier. Fait qu'ils avaient intérêt à chanter. Et c'est des chants vraiment comme... des fois, c'est ça, la procession passe, et puis hop, il arrête. Et là, il y a un balcon qui s'ouvre, une fenêtre, et puis là, il y a une femme ou un homme qui chante, et puis là... vous écouterez ça, c'est très difficile à chanter. Et donc, c'est les gitans, parce que moi, l'histoire que je vais vous raconter se passe dans une communauté gitane. Les gitans qui est une autre culture qu'on retrouve en Europe. Moi, ça vient me chercher aussi, les gitans, parce que moi, je viens d'un peuple nomade. Jusqu'à là, 25 ans, on avait encore des gens qui voyageaient en territoire. Donc, j'ai une grande admiration pour les Manouches, les Romanichels, les gitans, ceux qui sont nomades en Europe depuis puis qui se font chasser d'un peu partout. Ça me fait vraiment penser à ma Première Nation. On a vécu ça pendant longtemps. Donc, écoute, je t'invite à nous faire découvrir cette couleur-là, Martha, s'il vous plaît. Oui, il faut que je me lever. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Antonio no era un niño como los otros. Antonio n'était pas un enfant comme les autres. Les autres enfants avaient les dents un peu basanés, les cheveux très noirs, les yeux foncés. Antonio, lui, il avait les cheveux blonds, tellement blonds qu'on dirait presque blancs, un peu comme les reflets de la lune sur les lacs. Antonio avait les yeux bleus d'un bleu délavé, presque gris. Il avait la peau très blanche. Les autres enfants, ils tapaient du talon et dansaient la danse de la vie. Merci. Antonio, il ne dansait pas. Il y avait juste les nuits de pleine lune où il se promenait le soir, il levait les bras et dansait dans une danse fluide qui remplissait le cœur des gitans d'une terrible mélancolie. Antonio se savait différent. Et il demandait à tout le monde. Il voulait chercher le pourquoi de sa différence. Et il allait voir le grand-père. Abuelo, ¿dónde están mis padres? Grand-père, où sont mes parents? Pourquoi ma mère n'est pas ici pour m'apprendre la danse de la vie? Le grand-père, il s'est troublé, il caressait la tête de son petit. Va jouer dans la rue avec les amis. Mais Antonio, il ne voulait pas jouer. Antonio, il voulait comprendre pourquoi il était différent. Et il allait voir la grand-mère. Abuela, ¿dónde están mis padres? ¿Por qué no está aquí, mamá? Pourquoi ne sont pas ici pour m'apprendre la danse de la vie? Et la grand-mère le regardait et lui chantait la chanson qui avait bercé toute son enfance. Este niño chiquito no tiene padre, lo parió una gitana, lo echó a la calle. No tiene padre, no tiene padre, no. Ce petit garçon n'a pas de père. Un gitan l'a mis bas et l'a abandonné. Et Antonio, il ne dormait plus. Et sa belle face ronde était de plus en plus émaciée. Et il avait des cernes et il se promenait la nuit en regardant le ciel et attendre la pleine lune. Ou des fois, il se sentait un peu accompagné. Un jour, une gitane, la plus vieille du village, a eu pitié de lui. Va voir Preciosa, elle peut te raconter.
Oui, et Preciosa qui joue du tambourin. Et quand elle joue, elle fait une musique. J'ai l'impression d'écouter la voix de ma mère. Et il va voir Preciosa. Preciosa, ¿dónde están mis padres? Où sont mes parents? Pourquoi je suis différent? Et Preciosa se tait. Et il le regarde. Elle soupire. Parce qu'elle a un terrible secret à me confier. Toutes les choses qui nous entourent ont une âme. Même les petits cailloux dans les sentiers, la fleur des champs, la feuille qui tombe de l'arbre. Tous sont des désirs. Et les désirs qui avaient la lune pour devenir mère étaient plus grands et plus profonds que les désirs qui avait Manuela pour Lorenzo. Manuela, c'était la plus belle fille du village. Elle était altière, elle avait un port de reine. Elle était magnifique. Tous les gars auraient voulu d'elle, mais elle ne voulait pas d'attache. Elle était fière, comme une reine. Jusqu'au jour où elle est amenée le cheval de son père à la forge pour le ferrer à l'orée du village. Et à la forge, il y avait Lorenzo, cheveux noirs, aux yeux de braise, au sourire carnassier. Et Lorenzo frappait avec les marteaux sur l'enclume. Et toutes les étincelles étaient rien à comprendre le feu qui couvait dans le ventre de Manuela. Parce que quand Manuela la regardait, elle est tombée follement amoureuse de lui. Elle était obsédée par Lorenzo. Lorenzo, il ne voulait pas de Manuela. Pourquoi se contenter d'une fille alors qu'il pouvait les avoir toutes? Une guitare, un cheval, ses copains, une fille de temps en temps. C'était tout ce que Lorenzo voulait. Mais Manuela est obsédée par Lorenzo. Manuela rêve de Lorenzo, de ses bras qui l'enserrent, de ses mains qui courent sur son ventre, sur ses cuisses. Et un soir plutôt, une nuit de pleine lune, Manuela monte en haut de la colline qui surplombe le village et parle à la lune. Elle lui dit, toi lune, toi qui illumines les sentiers pour que les amoureux se rencontrent, fais que Lorenzo ne veuille que moi, qu'il ne pense qu'à moi, fais que Lorenzo soit mon homme. D'accord, dit la lune, à une condition. Premier enfant, tu auras de Lorenzo. Mais jamais je pourrais faire ça. Ça va être mon enfant, mais c'est lui de Lorenzo. Oh oui, tu pourras. Tu ne veux pas d'enfant. Ce que tu veux, c'est sentir le sexe de Lorenzo dans le tien. Tu veux sentir le poids de son corps sur le tien. Tu ne seras pas une bonne mère. Tu ne penses qu'à lui. Donne-moi le petit. Et tu auras Lorenzo. Et Manuela, elle est vraiment déchirée, mais le désir qu'elle a pour cet homme est trop fort. Elle acquiesce. Elle descend la colline en pleurant. Le lendemain, on frappe à la porte. Et devant elle se tient Lorenzo. Je ne pense qu'à toi. Je rêve de toi. Je te veux, toi, sois ma femme. Les noces ont duré 1 semaine. Et c'était les castagnettes et les bouleries, c'est la danse. Et tout le monde était ravi. Et mon Dieu,
C'était formidable. Une semaine après les noces, Manuela est tombée enceinte. Antonio, il s'appellera Antonio comme mon père, disait Lorenzo. À tout le monde, il se promenait dans les villages. Et puis je vais lui apprendre à devenir forgeron comme moi. Et je vais l'apprendre à danser et à jouer et à monter à cheval. Ça va être mon garçon. 9 mois plus tard, raconte Preciosa à Antonio, tu es venu au monde. Tu avais la peau blanche, tu avais les yeux bleus, bleu-gris, et les cheveux blonds, comme les reflets de la lune sur un lac. Quand Lorenzo a vu cet enfant, il a crié, et il dit, cet enfant, il n'est pas de moi. Tu m'as trompé, tu as triché avec quelqu'un. Tu es allé voir un homme ailleurs qu'ici. Manuela, elle veut lui expliquer, elle veut lui raconter, mais Lorenzo n'écoute pas. Lorenzo, il est parti, il s'est enfermé dans la forge. Et dans des jours de haine, de rage et d'humiliation, il a forgé un couteau en forme de croissant de lune. Et un soir de pleine lune, il est allé chercher sa femme et le bébé. Ils sont montés en haut de la colline. Emanuela pleure. Emanuela lui montre le bébé. Laisse-moi t'expliquer. Mais Lorenzo, il n'écoute pas. Il a trop de haine et trop d'humiliation. Il lève le croissant qui va transpercer la poitrine d'Emanuela. Et la lune se reflète. On aurait dit une petite lune croissante qui tombe sur la gorge d'Emanuela. Lorenzo tue sa femme. Il s'enfuit. On ne l'a jamais revu dans le village. Toi, raconte Preciosa Antonio, tes grands-parents t'ont recueilli, c'est eux qui t'ont élevé. Antonio carquille les yeux, il regarde et il éclate en sanglots. Et il court vers la forge de son père. Et il pleure sur les crimes de son père, sur cette différence enfin comprise, sur sa mère qu'il n'a jamais connue. Et quand il est là, à la forge, tout à coup, il y a une lumière blanche qui l'illumine. Antonio regarde dans le ciel. Va-t'en, lune, va-t'en. Si les gitans arrivent, ils feront avec ton cœur des colliers et des anneaux blancs. Mon enfant, laisse-moi danser. Je suis venue te chercher. Va-t'en, lune, va-t'en. Les gitans arrivent, je les entends déjà, j'entends les chevals. Laisse-moi danser avec moi. Par l'olivier venait de bronze et de rêves, les gitans, les têtes relevées, les yeux à demi fermés. Et les cigales chantaient dans les arbres. Va-t'en, lune. Mon fils, tu vas venir avec moi. Quand les gitans arriveront, ils te trouveront la tête sur l'enclume et les yeux fermés. Et les gitans arrivent. Et Antonio, il est là, la tête sur l'enclume. Il est mort. Et pendant que les gitans pleurent, Preciosa regarde par la fenêtre. Et elle voit la lune avec un enfant dans les bras. Depuis ce jour-là, les gitans pensent que lorsque la lune est pleine,
c'est qu'Antonio, il est heureux. Mais si Antonio est triste, la lune va devenir un berceau pour bercer l'enfant. Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacer una cuna. Merci. Martha Saenz de la Calçada. Je suis sans mots. Je ne m'attendais pas à une histoire qui vient de me chercher comme ça. Superbe histoire. Merci beaucoup, Martha. Merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Maintenant, on va passer à notre... Claudette, ça va bien? 1h15, c'est bon. Maintenant, on passe à notre dernière conteuse, Gisèle Ndong Biogo, qui vient du Gabon. Oui. Elle a l'air très sérieuse. Moi, j'ai connu Gisèle il y a 4-5 ans à peu près, et elle a l'air très sérieuse. On s'est connus au concours de menterie à Québec la première fois qu'on s'était rencontrés. Puis quand ma collègue qui organise le concours m'a dit « J'invite Gisèle Ndong Biogo », j'ai dit « C'est un nom particulier pour un concours de menterie ». Puis finalement, elle a gagné le concours. Elle a gagné d'aplomb à part ça. Vraiment, écoutez, j'ai ri, je me suis bidonné. Je dis, elle a l'air très sérieuse, mais c'est une personne qui a un sens de l'humour absolument particulier. Gisèle, tu viens du Gabon. Je lui ai demandé tout à l'heure si elle était mariée. Et j'aimerais ça qu'elle nous réponde à cette question-là parce que ça m'a fait rire. Oui, je suis mariée depuis 28 ans, mais on est en amour depuis 1 an. On a commencé par le début, on était amis, on s'est rencontrés, on croyait qu'on s'aimait, mais c'est vrai qu'on s'aimait d'une certaine façon. Quand on est jeune, on pense qu'on aime, mais on projette sur l'autre le désir d'être aimé. Et finalement, après toutes ces années, des péripéties, d'infidélité, Ma mère m'a dit, Gisèle, mets de l'eau dans ton vin. Au bout de 26 ans, j'avais juste de l'eau, le vin avait disparu. Mais j'ai tenu bon. Et heureusement, comme on le dit, on se bonifie en vieillissant. Et aujourd'hui, que nos enfants sont grands, on se redécouvre comme lorsqu'on s'est rencontrés à 24-25 ans. Et je pense que je l'aime encore plus aujourd'hui que lorsque j'avais l'illusion de l'aimer hier. Je vais amener ma blonde, je vais lui présenter. Ça va être important, je pense. Écoutez, Gisèle nous fait rire. Les histoires qu'elle raconte, ils viennent de la culture du Gabon, si je comprends bien. En fait, elle ne représente pas l'ensemble du pays. J'imagine que vous avez des régions de différentes couleurs dans le pays. Oui. Le Gabon est un tout petit pays. C'est une ancienne colonie française au bord de l'océan Atlantique, sur l'équateur. Donc, je suis à la fois de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Je ne sais pas si ça fait de moi un être spécial, mais toujours est-il que dans ce pays-là, le français est resté la langue officielle, la langue de l'école, la langue du commerce, même si chaque Gabonais a sa propre langue. Et il y a 69 langues qu'on peut rassembler à l'intérieur de 8-9 groupes ethno-linguistiques. C'est assez compliqué. Finalement, la colonisation, même si elle a été à la source de grandes souffrances, est aujourd'hui cet élément-là qui nous rassemble, puisque nous avons au moins une langue commune que nous partageons. C'est ça le métissage aussi, avec ses bienfaits et ses moins bons côtés. Métissé serré, qui est une des thématiques qui a été utilisée pendant, Bison corrige-moi, pendant plusieurs années. Écoute, là, je vais avoir une question absolument stupide, là. Mais vraiment, je m'excuse. Tu sais, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Chez nous, on n'est pas trop brillants. On a des questions un peu niaiseuses. Fait que là, tu dis que tu habites sur la ligne de l'hémisphère. Donc, moi, je suis curieux à savoir, quand tu flushes une toilette au sud, est-ce que ça tourne d'un sens, puis quand tu arrives l'autre bord de la ligne, si tu flushes, ça tourne Oui. Ça aurait été tellement le fun que ce soit ça. Malheureusement, comme l'équateur est une ligne imaginaire, donc toutes ces différences-là le sont tout autant. Ah, OK. Donc, Non. C'est vrai.
c'est l'accélération de Coriolannis, et puis c'est dans un sens au nord et dans un autre au sud. Je ne sais pas, dans la ligne de l'équateur, ça par exemple. Dans la vie de tous les jours, ça ne paraît pas. C'est comme on sait que la Terre tourne autour du Soleil, mais on ne le voit pas, alors on ne plane pas. Tu sais. Ça aurait été le fun, là. Ouais, un jour, j'irai à la Société du cannabis, c'est mon rêve, hein, de m'en aller là, de m'acheter des jujubes et de planer. Tu sais. Mais je prends encore mon élan, je ne suis pas encore prête. Merci, Gilles. Je m'excuse de ma question stupide. C'était juste une simple curiosité du lac Saint-Jean. Chez nous, il fait froid, donc les neurones ne croissent pas de la même façon. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Il n'y a que de mauvaises réponses. Et justement, lorsque j'ai décidé de devenir conteuse, moi, j'ai débarqué ici il y a 24 ans de ça, et dans mes moments de loisirs, j'allais me présenter aux gens. J'allais dans les organismes communautaires, j'allais dans les écoles, je comptais. Je me suis dit, dans ma culture à moi, quand un étranger arrive, c'est à lui la responsabilité de se présenter en premier, à ceux qui l'accueillent. Et ensuite, la rencontre se fait, et c'est comme ça qu'on peut s'intégrer. Si je reste toute seule dans mon coin, jamais dans 100 ans que quelqu'un va me découvrir dans mon trou. Alors, j'allais à la rencontre des gens pour qu'on me pose toutes les questions qui fâchent et que j'y apporte de bonnes réponses. Parce que lorsqu'on n'apporte pas de réponse en rencontrant l'autre, ce sont les préjugés qui prennent toute la place. Et moi, j'étais heureuse. La première personne qui m'a posé une question au Québec, c'était un enfant de 5 ans. Il m'a regardé au centre d'achat, il m'a dit « Madame, c'est vrai qu'on mange des enfants en Afrique? » J'ai dit « Malheureusement, il pourrait être délicieux au court-bouillon, mais non. » Les enfants, c'est comme partout. Il n'y a aucun peuple au monde qui déteste ses enfants, qui déteste ses filles, qui ne souhaite pas le meilleur à son prochain. Donc, en Afrique comme ici ou partout ailleurs. Moi, après avoir vécu sur 3 continents, j'ai passé 23 ans en Afrique, 7 ans en Europe, 24 ans au Québec. J'ai eu au moins le privilège de constater que la beauté est partout, l'intelligence est partout et la bêtise aussi. J'en conviens. Gisèle, je t'invite à nous faire découvrir ton univers de contes. Oui, là, je vous amène en voyage. En fait, lorsque j'ai décidé de devenir conteuse, au début, j'ai essayé de conter les contes de mon enfance, les contes de mon grand-père et de tous les autres grands-pères. Et après, je me suis dit, si je le faisais pendant 20 ans, je continuerais à garder la mémoire des souvenirs et des rêves des gens de cette époque. Et c'est important, une forme de continuité. Mais si moi, je ne crée pas des contes à mon époque, moi qui suis l'ancêtre de futures générations, peut-être qu'il ne restera rien de moi et de nous. Alors j'ai décidé de créer mes contes qui s'inspirent de la vie de maintenant et dans lesquels on retrouve cette Afrique-là qui a les pieds solidement implantés dans ses us et coutumes, dans ses croyances, mais qui a aussi la tête vers la modernité. Je l'ai fait pendant longtemps. Et puis un jour, ma fille me dit « Maman, je te mets au défi d'écrire quelque chose qui ressemble à une légende. » Et j'ai relevé le défi et je vous partage ce soir ce fruit de mon cru, la légende du roi Afrique. Dans mon village, on apprend aux jeunes et aux moins jeunes que ce sont les efforts de chacun qui font la richesse de tous. Dans ce village-là, on nous apprend aussi que la recherche de la satisfaction de mes besoins ne doit jamais se faire au détriment de l'équilibre du groupe. Parce qu'un groupe n'est fort que s'il est constitué d'individus forts, mais les individus forts ne doivent pas être la faiblesse du groupe en lui-même. On nous apprend aussi qu'un pilier, fût-il massif et important, ne soutient jamais à lui tout seul un édifice. Nous avons donc besoin les uns des autres. On nous apprend également que si l'homme est grand de par ses réalisations, il est encore plus grand par son empathie, par sa générosité et par son humilité. La légende du roi Afrique. Parfois, lorsque je regarde en arrière, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs dans le monde, dans les zones de guerre, dans les zones où les humains s'étripent, se battent, je me dis toute cette sagesse populaire qui est issue d'une observation millénaire
Où est-ce qu'elle a disparu? À quel niveau avons-nous commis l'erreur? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons, les humains me paraissent parfois très bêtes? Dans ce royaume-là, loin, très loin, quelque part sur la planète, vivaient des hommes et des femmes en liberté. Mais ils avaient un roi. Et le roi n'était pas un dictateur. Il ne dirigeait pas tout seul. Il avait le conseil des anciens. Dans cet endroit du monde, on ne devenait pas roi parce qu'on était le fils d'un chef. Non. On ne devenait pas roi parce qu'on avait eu le privilège de naître le premier. Non. On devenait roi parce qu'on avait vu chez un enfant ce quelque chose qui fait les grands hommes. Et dans ce royaume-là, c'était Afrique, le dernier fils du roi, le bébé de 49 frères et sœurs qui avait été pressenti pour succéder à son père. Afrique avait du cœur. Oui, il était généreux. Afrique n'aimait pas l'injustice. Il défendait les plus faibles dans la cour. Afrique n'était pas un mouton. C'était plutôt un leader. Il se mettait devant. Afrique avait de la retenue. Il n'était ni trop exubérant, ni renfermé. Il avait juste ce qu'il fallait pour être un futur grand homme. Et lorsqu'on était pressenti pour succéder au chef, on ne le disait pas à l'enfant, sinon il allait avoir la grosse tête. Il n'allait pas prendre les choses au sérieux. Il allait croire que tout lui était dû. Non, on le choisissait, on l'éduquait, on l'encadrait, on l'accompagnait, et c'est seulement lorsqu'il devenait plus grand qu'on lui disait enfin sa mission. Dans cet endroit du monde, les gens mouraient tôt parce que cette histoire se déroule il y a très longtemps de ça. Alors on se mariait vite, parce que lorsqu'on atteignait 30-40 ans, on était un vieillard. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore la pénicilline, il n'y avait pas encore tout ce qu'on connaît dans la science d'aujourd'hui qui nous permet de rester en vie très longtemps. Lorsqu'Afrique a eu 10 ans, son père a commencé à lui parler de mariage. Mais évidemment, dans la vraie vie, les garçons de 10 ans sont très gênés. Ils ne pensent même pas aux filles. Alors ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Lorsqu'Afrique a eu 12 ans, son père a initié à nouveau cette conversation. Et Afrique n'était toujours pas intéressée. Et son père avait peur parce qu'à 13 ans, Afrique était tellement précoce qu'il allait participer au rite initiatique qui amène le passage de l'enfance à la vie d'adulte. Et dans ce coin-là, on le faisait entre gens qui avaient 13 ans jusqu'à 15 ans. Et tout de suite, en sortant de la forêt, si on avait réussi le rituel de passage, on se mariait. Alors il essayait de préparer son fils, et vu son grand âge, il a eu le temps de faire quand même 49 enfants. Évidemment, pas avec une seule femme. Il faut dire que dans ces latitudes-là, la monogamie n'était le seul fait que des pauvres, des paresseux et des lâches. Tout homme qui était digne de ce nom avait plusieurs femmes. Oui, c'était important. Parce que la richesse d'un homme ne s'évaluait pas en argent, il n'y avait pas d'argent à l'époque, c'était le troc. On était riche lorsqu'on avait une grande concession. Plusieurs femmes, donc plusieurs utérus et plusieurs enfants. La force de travail. On avait un cheptel incroyable. On avait des réserves de nourriture incroyables. Et c'était ça la richesse. Il n'y avait de richesse que d'hommes. Et un soir, les femmes du roi allaient se baigner à la rivière. Et Afrique, qui aimait séduire plus que tout, s'est approchée de ces dames en disant « Accepteriez-vous la compagnie d'un pauvre jeune homme qui a besoin de se gaver de tant de rire et de tant de bonheur ?» Parce qu'elle passait et elle rigolait et c'était vraiment un moment cool dans l'après-midi, autour de 3 heures, lorsqu'elles allaient se baigner à la rivière. Évidemment, la mère d'Afrique lui a dit « Reste au village avec les autres, toi là, toujours en train de faire ton charmeur.
Mais les autres femmes du roi adoraient Afrique. Elles ont dit non, viens avec nous, tu vas nous faire rire comme d'habitude et mets-toi devant parce que tu es un meneur d'hommes. Et Afrique avait toujours dans les mains un bâton, très long bâton. On ne sait pas pourquoi. Il avait taillé en forme de flèche ou de saguet. Le bout était pointu. Et il avait aussi toujours un petit morceau de bois qu'il avait taillé et il aimait faire la musique à bouche. Alors, devant, les femmes derrière, Afrique jouait de la musique. Et arrivé à un moment donné dans le passage qui mène au dernier tournant qui amène à l'eau, Afrique s'asseyait sur son rocher parce qu'évidemment, il ne voulait pas voir les femmes de son père en tenue d'Ève. Il jouait de la musique pour elles pendant qu'elles se prélassaient dans l'eau de la rivière. Cet endroit n'avait pas... Oui, la forêt est partout. La forêt est partout. Mais les animaux, on dirait qu'ils ont un sixième sens. Lorsque l'humain s'installe quelque part, les animaux se retirent, ils vont un peu plus loin. À part ceux qui ont un QI proche de 0, comme les antilopes qui se perdent et puis arrivent dans la cour du village et se font capturer et manger. Mais les animaux féroces, eux, restent loin. On ne sait pas pourquoi. Vraiment ce jour-là, et uniquement ce jour-là, une panthère noire, aux yeux jaunes, énorme, est sortie des buissons. Elle se dirigeait droit vers les femmes. Et Afrique a eu le réflexe de prendre un caillou et de lancer cette roche à l'animal. La panthère s'est retournée. Elle a décidé d'aller attaquer celui qui venait de troubler sa quiétude, qui venait de le détourner de ce gigantesque casse-croûte. Et lorsqu'elle a décidé de sauter, Afrique ayant l'avantage du terrain, il était en hauteur et il avait sa sagaie. L'animal s'est empalé et la panthère est tombée. Évidemment, les femmes criaient d'effroi. C'était la mère d'Afrique a tellement eu peur. Mais la fin de cette panthère les a tous rassurés. Il y avait un homme là-dedans. Dans ce petit homme, il y avait un futur grand homme. Et lorsqu'il est arrivé au village, avec la panthère sur ses épaules, le roi et les conseillers du roi étaient fiers de leur choix. Afrique était un brave. Et 2 semaines après cet incident, à quelques jours d'aller passer son examen de passage dans la forêt pour voir s'il était digne d'être appelé adulte dans sa communauté, il était allé à la rivière, mais là, cette fois-ci, avec les adolescentes du village. Elles se sont baignées, elles se sont mis de l'huile de palme dans les cheveux, du beurre de karité sur le ventre, etc. Et elles sont remontées avec leur calebasse pleine d'eau. Elles ont amorcé le retour au village. Et là, il fallait remonter la pente parce qu'évidemment, toutes les petites rivières et les puits se trouvent dans la vallée. La dernière de la file a entendu quelque chose craquer dans la forêt. Mais dans la conscience de tous, la peur de la panthère et du retour peut-être d'un cousin de cette panthère était encore présente. Et cette dernière fille a tellement eu peur qu'en se retournant, sa calebasse est tombée et l'eau s'est renversée. Et les autres ne voulaient pas l'attendre parce qu'elle portait quand même quelque chose de lourd. Afrique a alors proposé à tout le groupe de monter et lui, il irait accompagner Amaya à la rivière pour qu'elle puisse reprendre de l'eau et rejoindre les autres plus tard. Elle a rempli sa calebasse, Afrique surveillait, il montait la garde et ça l'a rassurée. Et lorsqu'elle a posé le récipient sur sa tête, parce qu'elle avait mis juste un petit pagne qu'elle avait attaché sous ses aisselles, croyez-le ou pas, est-ce qu'il y a un destin? Je n'en sais rien. Mais ce morceau de tissu, habituellement, que les filles attachent, mais de façon très solide, s'est détaché. Et Afrique, qui n'a jamais vu une femme en tenue d'Ève, se retrouve en face du corps sublime de la jeune Amaya, qui avait 12 ans et demi comme lui. Et
lui, si poli, si prude, n'a pas pu détacher son regard de cette merveille que Dieu avait créée. Elle avait juste des petits tétons, mais ces tétons le regardaient droit dans les yeux. C'était comme, viens, approche-toi, et il était là. Et Amaya lui a dit, Afrique, détourne ton regard. Et Afrique a détourné son regard en s'excusant. Elle a ramassé son morceau de tissu, elle l'a attaché et ils sont revenus au village. Et le soir, lorsque son père lui a reparlé de mariage, Afrique était très intéressée. Oui, papa, tu disais. Et son père lui disait, il est temps qu'on commence à sélectionner des femmes dans la contrée, des filles de chefs avec lesquelles on aimerait sceller des alliances. Parce qu'il faut dire que dans la contrée, le mariage n'était pas une question d'amour. C'était une question d'alliance entre des peuples, entre des gens qui... C'était comme avoir une assurance, une police d'assurance. Parce que on était parents par alliance, lorsque nos parents étaient attaqués ou ils étaient dans le besoin, on avait l'obligation d'être là pour eux. Et l'inverse aussi. Et Afrique disait, mais pourquoi commencer par les villages éloignés? Mais on pourrait commencer par ici. Et son père lui disait, mais toutes les filles d'ici rêvent de se marier avec toi. Et c'est des enfants de nos conseillers. Elles sont déjà tes futures épouses, même si on n'a pas encore scellé les alliances. Commence par... Afrique a dit non, papa. Je pense qu'ici, il y a une fille. Quand je la vois, j'ai des palpitations cardiaques, papa. Quand je la vois, j'ai la bouche sèche. Quand je la vois, je deviens penaud, plus capable de... On dirait que je suis désarticulée. Et son père lui a dit, mais qui est cette merveille, mon fils? Et il a dit, c'est Amaya, la fille de ton fidèle conseiller, Amaury. Et le roi était content. Il a dit, on va commencer par Amaya. Mais pour qu'on scelle ton mariage, il faut que tu réussisses ton rituel de passage. Et Afrique a été amenée quelques jours plus tard avec les jeunes de son âge dans la forêt. Première semaine, les poltrons, ceux qui avaient peur de dormir dans le noir, ceux qui appelaient maman au secours, ceux qui n'étaient pas habiles, parce qu'il y avait aussi des tests d'adresse et d'habileté à mener dans la forêt, ils étaient raccompagnés au village. Et c'était la honte générale. Et là, le roi se croisait les doigts que son fils ne soit pas ramené. Deuxième semaine, on a ramené ceux qui avaient donné l'impression qu'ils pouvaient, mais finalement, ça ne s'est pas confirmé. Et Afrique n'était pas de ceux-là. Troisième semaine, Afrique n'était pas de ceux-là. Et ceux qui sont sortis de la forêt après 30 jours étaient considérés comme des héros, ils étaient célébrés. Et évidemment, très rapidement, le mariage entre Amaya et Afrique a été scellé. On attendait, même si on mariait les enfants tôt, que la puberté se fasse. Donc, l'enfant, la femme, l'épouse étaient gardées dans la famille, dans sa belle famille, et elle partageait la couche des jeunes filles de la maison. Elle était protégée quand même. Ce n'était pas comme on pourrait s'imaginer. Évidemment, Afrique et Amaya s'aimaient tellement. On comprend que lorsqu'on a des pics de testostérone incroyables et qu'on a en face de soi un corps de déesse qui vous appelle, Afrique a répondu à l'appel. Et très vite, des enfants sont venus garnir un peu ce nouveau foyer qui venait de se former. À 25 ans, Afrique était toujours monogame. Et son père était inquiet. Il lui disait, Afrique, pense à élargir tes horizons. Mais Afrique était tellement en amour, il n'avait plus besoin de rien. Son cœur était comblé et son père lui disait qu'il ne s'agit pas de ton cœur, mais de ton devoir. Tu dois, un chef, à l'obligation d'avoir plusieurs épouses. Et c'est même Amaya qui a dû faire pression sur Afrique pour qu'il prenne d'autres épouses. Et ça s'est fait. Et bientôt, le village d'Afrique va dépasser les concessions du village de son père. Parce que finalement, il a découvert qu'avoir plusieurs femmes, c'est bon. C'est doux. C'est vraiment très bon.
Et à un moment donné, il a succédé à son père, ce qui était dans l'ordre des choses. Afrique a eu de nombreux enfants et il était un bon père. Même s'il avait plusieurs femmes et plusieurs enfants, il trouvait toujours le moyen d'accorder du temps individuellement aux enfants pour les singulariser du grand groupe. Et il avait un lien fort avec la petite dernière d'Amaya, Diaspora. Diaspora et son père avaient le même caractère. Elle était intrépide comme son père, elle était fougueuse, elle était brillante, elle était brave. Pas étonnant que ces deux-là, ils s'entendaient comme larrons en foire. Et un jour, ils allaient prendre une marche au bord de l'océan. Ils ont vu un point dans la ligne d'horizon. Le lendemain, en revenant, ce point était plus gros, alors qu'habituellement, l'horizon est dégagé. Et le troisième jour, le roi ne s'est pas présenté pour sa marche habituelle avec sa fille, et c'est Diaspora qui a été toute seule. Et elle a vu des hommes dans une embarcation. Elle a eu peur. Elle s'est dit que c'était des fantômes. Mais d'où venaient-ils pour, comme ça, là, avancer vers le village? Ils étaient blancs. Ils avaient des cheveux clairs. On n'avait jamais rien vu de tel, à part les fantômes dans l'imaginaire de l'endroit. Personne ne peut être blanc, ils étaient tous noirs. Alors elle a sonné l'alerte. Les gardes sont venus, on a attrapé ceux qui venaient, ils avaient l'air malades, épuisés. On les a amenés immédiatement chez le roi. Ils ont essayé de parler, mais personne ne comprenait ce qu'ils disaient. Eux non plus ne comprenaient pas ce que les autres disaient. Mais toujours est-il qu'après 3 mois de séjour, Diaspora, qui était collée à ces gens-là, qui était intéressée par, elle sentait qu'elle pouvait apprendre des choses de ces gens-là, leur avait appris quelques bribes de leur langue, et eux aussi avaient appris à Diaspora quelques mots dans leur langue. Eux, ils communiquaient ensemble. Et lorsqu'ils ont manifesté le désir de partir, ils ont expliqué au roi qu'ils avaient été envoyés par des gens de chez eux pour voir ce qui se passait dans la ligne d'horizon. Personne n'était jamais parti et n'était revenu. Et eux, ils avaient découvert une terre. Donc, ils retournaient chez eux pour apporter la bonne nouvelle. Et ces gens-là ont demandé au roi si Diaspora pouvait aller avec eux. Parce qu'elle avait été tellement bonne, tellement généreuse, qu'ils auraient été contents de lui faire découvrir d'autres choses. Le roi a dit non. Il a dit à Diaspora, demande à ta mère. Si ta mère dit oui, je dirai oui. Évidemment qu'elle a été demandée à sa mère. Et sa mère lui a dit, non, n'est pas question Diaspora. Tu restes ici. Tu es une fille, tu n'es pas mariée et tu veux aller au-delà de toute cette eau-là. Et s'il te tuait là-bas, et qui te viendrait en aide si tu es en danger? Et Diaspora a dit, ah bon? Tu dis non juste parce que c'est moi? Alors que tes filles aînées font n'importe quoi dans ce village et on ne t'entend jamais rien dire, mais parce que c'est moi. Et sa mère lui a dit, retourne voir ton père et dis-lui que j'ai dit non. Diaspora était voir son père. Et son père a dit, si ta mère a dit non, alors je dis non. Elle lui a dit, es-tu le même roi Afrique que je connais, ou tu es devenu une poule mouillée qui écoute ce que sa femme dit? Depuis quand c'est maman qui dirige ce royaume? Et son père a dit, mais je m'entends avec ta mère pour bien des choses qui concernent l'avenir de ce royaume. Et elle a dit bon, lorsque Somalia et Éthiopie nous ont fait honte ici en faisant des enfants sans être mariés, Djibouti et Zanzibar, as-tu fait un scandale? Et son père a dit non. Elle dit alors moi, je veux juste aller découvrir le monde et ça devient quelque chose d'incroyable, il faut que je demande les autorisations au monde entier. Et son père a dit, si tu me fais la promesse de revenir Diaspora, je te donne l'autorisation de partir. Évidemment, elle a dit tout à droit au ciel, promis, juré, craché, si je mens, je vais en enfer, je reviendrai. Et son père l'a laissé partir. Et elle est partie. Le roi, lui,
il a décidé d'aller rendre visite à un autre de ses fils avec qui il avait beaucoup de problèmes. C'était son aîné, et il s'appelait comme lui Afrique. Et lui, il en avait assez de subir la concurrence, la comparaison avec son père. Il n'était jamais assez grand, assez beau, assez fort, assez tout. Il a décidé de quitter son père dans le nord pour aller vivre complètement au sud. Et il a appelé son royaume Afrique du Sud. Pour qu'on ne le confonde pas avec l'autre, le Jean Coutu. Lui, il était Afrique, mais le petit Afrique du Sud. Un autre de ses frères venait de partir en claquant la porte parce qu'il trouvait que les projets de son père n'étaient pas assez ambitieux. Lui, il serait un meilleur meneur d'hommes. Il fallait faire ériger des monuments. Tout était gigantesque pour lui et son père lui a dit « Ah, Égypte, le mégalo. » Égypte a dit « Je te ferai voir. Même mes tombeaux vont passer à l'histoire. » Et il est parti s'installer dans son coin de pays. Et le roi s'est dit, j'irai rendre visite à Égypte, mais je commence par Afrique, au sud. Il a voyagé. Évidemment, c'était à dos de cheval, à dos de mulet, à pied. En arrivant au centre de son territoire, il était épuisé. Vraiment. Et il a décidé de camper là un certain temps, quelques semaines, pour reprendre des forces. Évidemment, lorsque le roi se présentait quelque part, tout le monde était ému, touché, honoré par sa présence. On a donc organisé des fêtes chaque soir. On a mangé, on a bu, on a dansé et on a amené au chef la plus belle de toute la contrée. Même le roi a vu, malgré son grand âge, bon, quand on dit grand âge à l'époque, malgré son grand âge, a regardé ça, il a dit, elle réveillerait même un mort. Il s'est enfermé avec elle pendant des jours et des nuits, ne sortant plus de sa couche. Et il a continué son chemin. Au sud, Afrique était là. Une de ses sœurs était allée le voir, parce qu'elle aussi était tombée en amour, croyez-le ou pas, avec quelqu'un qui était venu d'un royaume lointain dont il n'avait jamais entendu parler, Ching Chong Chang. Il avait les yeux bridés, il avait les cheveux foncés, il avait la peau claire, il était de petite taille, il n'avait même pas de derrière cambré. Il avait de toutes petites fesses qui rentraient comme ça. Mais l'amour est un langage insaisissable. Ne me demandez pas comment se fait-il qu'elle est tombée amoureuse de Ching Chong Chang. Mais elle était tombée amoureuse de lui. Elle essayait de trouver le moyen de le présenter à son père, mais sachant tout ce qui était en train de se passer, elle avait peur. Elle a donc été voir l'aîné des enfants d'Afrique, son grand frère, pour qu'il aille intercéder auprès de son père afin qu'il lui permette de marier son Ching Chong Chang. Et son frère lui a dit, je parlerai pour toi. Mais il faut qu'on arrive à amadouer papa d'une certaine façon. Comme il aime tout ce qui est rare, tout ce qui est étrange, je connais un territoire non loin d'ici. Il faudra pour ça qu'on prenne une embarcation et on va pagayer pendant très longtemps. Mais là-bas, c'est un bon terrain de chasse. Il y a des animaux extrêmement magnifiques. Ils ressemblent à des singes, ils grimpent aux arbres, ils ont des yeux clairs comme des chats. Parfois même, ils ont des zébrures, des lémuriens. Il dit, et puis là-bas, il y a des oiseaux. Il y a des cacatoès de toutes les couleurs. On va capturer ces animaux-là, on va les offrir à notre père et ça va aider à ouvrir le débat. Et lorsqu'ils sont arrivés là, la sœur d'Afrique, elle dit, je cherchais le paradis sur terre. Je cherchais un endroit où bâtir ma famille, où m'installer. Et ici, lorsque je regarde les plages de sable blanc à n'en plus finir, je me dis que c'est le paradis sur terre. Et son frère lui a dit, non, Madagascar, tu ne t'installeras pas ici.
Qui viendrait te défendre si tu étais attaqué? Et Madagascar a dit, je n'ai pas besoin d'être protégé, l'océan me protège. Et puis, je suis quand même la fille d'un roi. Je n'irai pas toute seule sur une île, je viendrai avec quelques soldats qui seront chargés de me protéger. Et lorsque le père est revenu, on lui a présenté Ching Chong Chang. Il n'a pas eu d'autre choix que de permettre à Madagascar de marier cet étrange personnage. Il est revenu. Il passait encore par le centre pour aller voir l'autre mégalo qui avait décidé d'installer son campement dans l'Est, Égypte. Et lorsqu'il est arrivé là, Égypte avait fait des choses qui étaient incroyables. Il avait la mâchoire décrochée. C'est vrai qu'il était mégalo-égyptien. C'est vrai que même les tombeaux étaient gigantesques. Tout ce qu'il entreprenait était grand. Elvis Gratton aurait dit Think Big, ça aurait été un Américain, lui. Parce qu'il voyait les choses en grand. Et le roi était content. Lorsqu'il est revenu chez lui, plusieurs mois plus tard, sa femme lui a dit, il faut que tu ailles chercher ma fille. Parce que ça fait déjà un certain temps qu'elle est partie. C'est toi qui lui as permis de passer, d'aller au-delà de toute cette eau que nous voyons. Il faut que tu me ramènes ma fille. Et le roi a dit, je ne peux pas quitter mon royaume comme ça. Mais toi, tu peux. Je mettrai des gens à ta disposition et tu iras chercher ta fille. Et ce fut fait. Elle est arrivée à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Espagne. On lui a dit, Diaspora était là. Elle s'est mariée, elle a fait des enfants, mais son mariage n'a pas tenu. Elle a laissé les enfants, elle est partie. La reine l'a pistée jusqu'en Turquie. On lui a dit, Diaspora était là. Mais elle a continué, elle est montée à pied. Elle a traversé l'Oural. Sa mère a été jusqu'à cet endroit qu'on appelle aujourd'hui Russie. On lui a dit que Diaspora était là. Mais elle a continué son chemin. Elle est arrivée en Inde. Elle ne l'a pas trouvée. Elle a été jusqu'en Extrême-Orient, au pays de Chimchontia. Diaspora avait été là, mais elle a continué son chemin. Et la reine a crié, où vont donc te mener tes pas, Diaspora? Quand vas-tu arrêter ce voyage? Et comptes-tu revenir parmi nous? La reine a traversé le Pacifique. Elle est arrivée en terre qu'on appelle aujourd'hui Amérique. Et Diaspora avait été là. Elle a laissé des enfants, elle est partie. Et la reine est rentrée chez elle. Le voyage était trop long. En arrivant, elle a demandé à parler à son mari. Et on lui a dit, ma reine, tu viens de faire un long, très long, très très long voyage qui a duré plusieurs lunes, plusieurs saisons. Prends le temps de reprendre des forces. Et le roi, de toutes les façons, n'est plus ici. Et elle a dit, mais où est-il allé? Ne vous a-t-il donc pas dit où il partait? Et personne n'avait le courage de lui avouer la vérité. En son absence, le roi s'en était allé. L'homme de sa vie, le seul et unique qu'elle ait connu, celui avec qui elle avait eu tant de moments de bonheur, s'en était allé sans lui dire au revoir. Et la reine s'est demandé, lorsqu'elle a appris la nouvelle, mais qui a succédé à Afrique? Et on lui a dit personne. Chaque enfant d'Afrique campe sur son beau territoire et ils se battent les uns les autres, chacun décrétant qu'il est le successeur de son père. Et les enfants d'Afrique, issus de plusieurs couches, de plusieurs femmes, trouvaient même des amis venus de loin, qui sont venus mettre l'épaule à la roue pour leur permettre de combattre leurs frères avec tellement de ténacité. Et la reine était triste. Elle était triste de ce spectacle apocalyptique.
Elle s'est dit diaspora, aimer chacun de ses frères. Diaspora avait l'oreille de ses frères. Elle avait l'art de pouvoir les rassembler. Si elle était ici, elle ramènerait peut-être la paix. Elle ou même un de ses enfants. Malheureusement, elle brillait par son absence. Et c'est depuis ce jour qu'on dit que quelque part en Afrique, au bord de l'océan Atlantique ou au bord de l'océan Indien et même au bord de la Méditerranée, chaque soir et très tôt le matin, on aperçoit une vieille dame qui scrute la ligne d'horizon pour voir si diaspora ou l'un de ses enfants vient à la rescousse des enfants d'Afrique qui s'étripent les uns les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Gisèle Ndong Biogo. Écoutez, je rappelle les noms de trois grandes conteuses ce soir. Claudette Lheureux, Martha Sáenz de la Calzada, Gisèle Ndong Biogo. Écoutez, Merci. mesdames, je tiens à vous dire, je suis un gars qui mesure 6 pieds 2, qui pèse 240 livres, mais quand je suis sur scène avec vous, je me sens vraiment tout petit. Merci pour cette belle soirée. Merci. Pour le public, bien, restez avec nous. Il y a plusieurs activités toute la fin de semaine. Là, j'ai malheureusement pas pris, c'est ma première animation. Ça fait que j'ai pas pris le pamphlet, fait que j'ai pas tout mémorisé, tout ce qui est en fin de Regarde, il y a semaine. Benoît Bonouvier. Je peux m'en aller, qui me dit « Yes, sir! » Hey, une bière, s'il vous plaît, en arrière. Disons, viens-tu nous parler des différents événements qui vont avoir en fin de semaine? Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée. Patrick Courtois. Bon, on va recommencer. Maintenant, Claudette Lheureux. Tu viens d'où? Non, mais en fait, merci d'être là. Pour vrai, c'est vraiment... j'espère que vous êtes contente de... Oui, Toujours. Contente? contente, Merci. oui. Partager nos histoires avec le public, c'est un privilège. Moi, je dis aux gens, je ne travaille pas. Hein, je me nourris, je m'enrichis, je me fais du bien. Puis être payé pour faire ce qu'on aime faire, c'est un privilège. Vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Mais en fait, ben, c'est ça, un public. C'est quoi ta phrase de baignoire sans auditoire? Là, On peut chanter la nuit dans la baignoire, mais on ne peut pas conter d'histoire sans auditoire. Ouais, c'est Claudette Lheureux qui invente des phrases de même. Là. Moi, si je suis dans le conte aujourd'hui, c'est grâce à ma mère conteuse qui m'a tapé les doigts et qui m'a permis de... Si je ne t'avais pas rencontré, sûrement que j'aurais jamais rencontré elle a eu de la misère. Mais c'est ça. Si je n'avais pas rencontré Claudette, je pense que je ne compterais pas aujourd'hui parce que je me serais tanné. Ouais, je chasserais les moustiques. Eh bien oui. Gisèle, merci. Martha, Claudette. Merci à vous. Aussi, On les le applaudit. public. Merci à Patrick aussi pour Merci, le l'animation public. de ce soir. Oui, merci. Et ça continue, en fait, Festival de Contes des Laurentides. Si vous voulez avoir la programmation, ben, vous pouvez laisser un petit pouce, un petit like à la page Facebook Festival de Contes des Laurentides, aussi simple. Et il y a la programmation détaillée aussi en sortant. Vous allez voir à l'extérieur, il y a des pamphlets ici. Guillaume, le coordonnateur, est là avec des pamphlets. Si vous voulez sortir avec ça, vous l'avez en papier. On a un super beau dépliant explicatif, super sur la coche. Fait que... N'oublie pas que les samedis, il y a quelque chose pour les enfants. Oui, ben, je vais tout annoncer ça. En fait, demain, on a un 5 à 7 ici. 5 à 7, coup de balai. Coup de balai, ça veut dire que c'est des coups de balai. C'est qu'on balaye la scène avec des histoires de 5 à 7 minutes. Donc, un 5 à 7, des histoires de 5 à 7 minutes. Un autre concept de club échangiste. Et vous allez voir demain. C'est comme ça, la brochette des conteurs, conteuses, conteurs, disons, parce que les conteuses sont comment on pourrait dire, en supériorité numérique. Cette année, il y a plus de conteuses que de conteurs. Je pense que c'est la première fois que ça l'arrive. Et on avait décidé pour la 8e édition, à cause du COVID machin, on n'a pas fait. On voulait faire parole de femmes. Et c'est pour ça qu'il y a comme beaucoup de conteuses. Et je crois que c'est ça notre... c'est ça notre vision. C'est de faire la place à la parole féminine aussi.
parce que c'est quand même elle qui nous a mis au monde. Yes, Et voilà. c'est nous. Fait que 5 à 7, tout le monde est là. Demain, on fait ici sur d'habitude, on fait ça à la maison du village, mais là, vu on fait tout à l'église, c'est plus simple, less is more, on est content. Fait qu'on fait ça ici. À 20h, ne pas manquer un concept qu'on a créé à Val-d'Or, dans une résidence de cégepiens. Ça s'appelle Chicane de village avec André Lemelin, Yolène de Québec, Patrick Courtois et moi-même. C'est ça, demain. Puis c'est comme une chicane entre des fous, des sorcières, des diseuses, puis des badlockés. C'est vraiment ça à coche aussi. Puis en ce moment, on a un projet en résidence. 2 conteuses qui sont en résidence aux Lézards locaux. Je ne sais pas si vous connaissez le Lézard juste ici. Nadine Walsh et Christine Bolduc qui sont en train de répéter. Ils ont le local pour une résidence pendant la semaine. Et samedi, 16h45, elles présentent Projet Psyché. Les places sont limitées parce que les lézards plus petits qu'ici. Alors, écrivez un message sur la page Facebook pour réserver votre place. Ça risque d'être un spectacle assez phénoménalement bon. Et samedi, regardez la programmation. Prenez-vous un petit pamphlet, gâtez-vous. Puis merci aux conteuses, merci à Patrick, merci à vous et au plaisir de se voir cette fin de semaine. Merci.